L'ambassadeur du Liban en France souhaite un cessez-le-feu imposé à la Syrie par la force. La France espère un arrêt des combats par la voie diplomatique. Au Liban, le canon ne s'est pas arrêté. La Vendée sera cet été le terrain d'expérimentation de la lutte contre le sida. Le théâtre se met au service des vacanciers. Formule 1, le Grand Prix de Hongrie a été remporté par le Britannique Nigel Mansell sur Ferrari. Senna est second, Prost quatrième. Lorient termine son 19e festival interceltique. Les 4500 musiciens qui se sont produits ont attiré 200 000 personnes en 10 jours. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. On s'habitue peut-être un peu trop à entendre sur les médias que la situation est critique à Beyrouth, qu'il y a encore eu une vingtaine de morts aujourd'hui, que ce pays vit depuis 15 ans dans la guerre. Parfois, ce sont des images qui nous font prendre conscience de ce qu'endure la population, et notamment les enfants. Bruno Le Dreff. Les derniers enfants de Beyrouth. Depuis 4 jours, ils vivent dans une école transformée en abri de fortune. Ici, on tente de les protéger et de les nourrir. Dans la ville, le pain manque, l'eau également. Quant à l'électricité, il y a longtemps qu'elle est coupée. Il ne reste plus que les groupes électrogènes, si on trouve de l'essence pour les alimenter. Depuis jeudi soir, les bombardements se poursuivent presque sans discontinuer. La ville a perdu 85% de ses habitants, partis se réfugier dans les zones moins menacées. Ce matin, le pilonnage a repris dès 6 heures. Orgue de Staline, 40 projectiles à la minute, mortier de 180 et 120 mm, un torrent de feu comme l'a décrit un Beyroutain. Des immeubles brûlent pendant plusieurs heures, les pompiers ne peuvent pas intervenir. Un enfer que les soldats eux-mêmes redoutent. Tout le monde a peur, explique celui-ci. Nous arrivons à un moment critique, moi-même, je suis un peu nerveux. Selon des experts militaires occidentaux, il s'agirait là des plus violents bombardements depuis 14 ans. Pour la population, c'est encore un peu plus la mort qui frappe au hasard. Face à ce matraquage, les puissances occidentales se décident à intervenir. François Mitterrand, qui s'est déclaré très préoccupé du sort de tous les Libanais, a demandé l'envoi de plusieurs émissaires. François Cher, secrétaire général du Quai d'Orsay, a rencontré aujourd'hui, 4 heures durant, le ministre syrien des Affaires étrangères. Jacques Andréani, directeur du cabinet de Roland Dumas, doit se rendre à Moscou. Thierry de Bossé, secrétaire d'État aux Affaires étrangères, était ce matin au Maroc et se trouve actuellement en Algérie. Alain Decaux, ministre de la Francophonie, se rendra au Vatican avant d'aller au Proche-Orient. Et puis enfin, l'ambassadeur de France à Washington doit saisir l'administration américaine ainsi que le secrétaire général de l'ONU. Commentaire du général Aoun, chef chrétien du gouvernement libanais. Avec la Syrie, a-t-il déclaré aujourd'hui, les mots ou les considérations politiques ne suffisent pas, il faut prendre des décisions d'action. Son armée semble d'ailleurs aujourd'hui très menacée. Les Syriens ont lancé une vaste offensive terrestre pour tenter de prendre Souk-el-Garb, le verrou qui contrôle l'entrée sud de l'enclave chrétienne. Il semblerait ce soir que la 8e brigade, les troupes d'élite de l'armée libanaise, aient repoussé l'assaut. Mais dans le cas contraire, c'est la route sur la résidence du général Aoun et sur Beyrouth-Est qui serait ouverte. L'ambassadeur du Liban à Paris pense que la diplomatie est dépassée. Il souhaite un cessez-le-feu imposé par la force. Le pape a annoncé aujourd'hui que la prière de la fête de l'Assomption serait consacrée au peuple libanais qui souffre. Aux États-Unis, le président George Bush a voulu faire de ce dimanche une journée de prière pour les otages occidentaux détenus au Liban. Sur place, à Washington, Jean-Marc Ilouz. Ce dimanche de prière demandé par le président Bush n'a pas été, à Washington en tout cas, l'occasion de manifestations organisées. Mais chacun des paroissiens qui se recueillaient ici ce matin dans la grande cathédrale nous a dit être venu avec une pensée pour les otages américains du Liban. Je vais prier pour tous les otages, des deux côtés, pas seulement les otages américains. Je crois que le moment est venu de se parler, de se réconcilier. Cela sera profitable aux uns comme aux autres. Carter et Reagan se sont fait piéger dans un contexte où ils ne pouvaient jouer ni dans un sens ni dans l'autre. Je crois que Bush, lui, a plus de possibilités d'action. Je crois que cette fois-ci, les dirigeants iraniens veulent bien nous aider et qu'on peut sérieusement espérer. Croyez-vous que les otages pourront être libérés bientôt? Non, pas du tout. Il faudra du temps. Des décisions de politique étrangère pas faciles à prendre. Se servir de la force?
Non. On se fera plaisir et il y aura d'autres prises d'otages. Tout cela va prendre du temps. Tout se passe désormais comme si les Américains ne se faisaient guère en matière de libération d'otages, de grandes illusions. Ceux qui sont partisans de la diplomatie, ils sont une petite majorité, comme ceux de la minorité bruyante qui périodiquement réclament une action punitive. Personne donc n'attend de miracle du président Bush, mais chacun lui sait gré d'avoir déjà su obtenir un sursis. Le président Bush qui s'efforce d'éviter toute dramatisation excessive, mercredi prochain il partira comme prévu dans sa résidence de Nouvelle-Angleterre, à 2 heures d'avion de Washington. Hier, c'était les protestants qui manifestaient dans les rues de Londonderry. Aujourd'hui, ce sont les catholiques à Belfast. Ils ont commencé à manifester contre l'arrivée des troupes britanniques en Irlande du Nord. Demain, il y aura tout juste 20 ans. Jérôme Bonny. Après la prestation des protestants hier à Derry, ce sont aujourd'hui les catholiques à Belfast qui ont la vedette, avec leur parade démonstration de force. Fifres et tambours sont également au rendez-vous, mais eux servent, contrairement aux protestants, une cause républicaine et anti-britannique. Ici, la plupart des uniformes sont verts, aux couleurs de la République d'Irlande, à laquelle ils voudraient voir l'Irlande du Nord rattachée. Le style est parfois carrément paramilitaire. Air et Ira, crient les musiciens, à la gloire de l'armée républicaine irlandaise qui combat l'armée britannique dans la clandestinité. Ils sont venus de toute l'Irlande et même d'Écosse cette année pour cette parade qui tombe la veille du 20e anniversaire de l'intervention des troupes britanniques le 14 août 1969. Les forces de sécurité sont sur le qui-vive. Le chef de la police d'Ulster a lui-même fait le déplacement. Lui aussi doit calmer ses troupes. La police donne ces derniers temps des signes de nervosité. Ce photographe français l'a appris à ses dépens alors qu'il faisait un reportage sur un accrochage nocturne. J'ai 5 points de suture ici sur la tête. J'ai été frappé ici, j'ai un hématome dans le dos aussi. Voilà. Comme hier à la parade protestante, il y a aussi des forces de sécurité très importantes. Pourtant, la situation a évolué depuis 10 ans. Il y a 10 ans, on n'aurait pas imaginé les militaires britanniques aussi près des manifestants. Mais quand nous questionnons les habitants du quartier, nous comprenons que la haine est toujours aussi coriace. Ici, c'est l'Irlande, explique ce républicain. Les Français font la loi pour les Français. Nous voulons que les Irlandais fassent la loi pour nous. Nous ne voulons pas qu'un homme ou une femme anglais nous dise ce que nous avons à faire ou à ne pas faire. Parade militante et politique avec le martyrologue de l'armée clandestine. C'est plus tard, dans la soirée, que tout peut arriver. Cette nuit, les patrouilles britanniques, épaulant celles de la police, seront encore une fois sur le pied de guerre. La navette Columbia, partie il y a 5 jours pour une mission militaire ultra secrète, s'est posée aujourd'hui sur la base d'Edwards en Californie. L'approche et l'atterrissage n'ont posé aucun problème. Mais cette fois, le public n'a pas assisté au retour, secret oblige. On sait cependant qu'un satellite espion de 10 tonnes a été placé en orbite. Il permettra notamment, ce satellite, de surveiller les soviétiques et de vérifier s'ils se conforment bien au traité de désarmement. Le satellite Hipparcos, destiné à observer les astres, lui, ne va pas très bien. Il n'a toujours pas atteint son orbite géostationnaire. Un moteur refuse toujours de fonctionner. Les scientifiques n'ont cependant pas dit leur dernier mot. Ils cherchent toujours à trouver une solution pour le faire remonter. Le seul moyen d'éviter le sida, on le sait, c'est la prévention. En Vendée, une troupe théâtrale a reçu pour mission de sensibiliser le public. Elle se rend là où se trouvent les vacanciers, c'est-à-dire tout près des plages. Nathalie Dolé et Daniel Lévy. Partout, il nous cerne. Sans que nous le voyions, en silence, sans un mot. Il fauche, il sape, il déchire. Le sida transforme l'autre, l'objet de nos vœux, en meurtrier possible. Celui qui est inconscient devient véhicule morbide. Oh, tout cela nous le savons, mais nous restons immobiles. Les comédiens vous feront rire sur un sujet sérieux. Une comédie pour éviter le drame. Pendant l'été, la campagne anti-sida se déplace sur les côtes vendéennes. Une pièce de théâtre qui ne détourne les plagistes qu'un petit quart d'heure, juste le temps de rappeler que le sida, lui, ne prend jamais de vacances. Elle n'est pas venue travailler ces jours-ci. Elle est malade. C'est grave.
Très grave. Elle a le sida. Mais c'est injuste. Une fille si gentille. Merde! J'ai baisé avec elle. Après le spectacle des comédiens, une troupe de spécialistes médicaux prend le relais. Discussion, précision, un dialogue informel avec le public pour rappeler que seule la prévention du sida est efficace. Après, il est trop tard. On n'a pas de leçon de morale à donner, mais il faut que les gens se responsabilisent par eux-mêmes, qu'ils comprennent très bien l'enjeu. Je ne prendrai aucun risque. C'est le préservatif, sinon rien. La capote de Pépé, je peux pas! Pour cette deuxième année, le spectacle a bien évolué. Il intègre les dernières données sur le sida et insiste dorénavant beaucoup plus sur le mode d'emploi du préservatif ou sur la notion de fidélité. Une pièce de théâtre donc jouée par des professionnels et écrite en étroite collaboration avec les autorités sanitaires. On m'a demandé de parler un peu plus de la relation longue durée. Et donc c'est pour ça que vous voyez un spectacle qui parle de la relation de longue durée, ce qui n'est pas forcément ma philosophie ou ma manière de penser personnelle. Et je me suis plié aux directives qu'on me demandait. C'est une commande. Si je suis atteint, je peux transmettre à Claire. Et Claire, je l'aime. Claire, je t'aime! Ça vous choque pas, ce genre de spectacle sur une plage? Bah non, c'est justement l'endroit. Moi, de toute façon, tout le monde est concerné. Donc vous utilisez des préservatifs? J'utilise des préservatifs. Régulièrement? Régulièrement, le plus souvent possible. Vivre! Vivre! Vivre le préservatif! Vivre! Toujours au bord de la mer, la construction du pont de l'île de Ré, vous vous en souvenez, avait soulevé d'importantes polémiques. Même le commandant Cousteau s'en était mêlé. Vincent Guérard et Patrick Gabet sont allés voir sur place comment, à l'usage, réagissait la population et aussi ce qui avait changé. Vous allez voir, il y a des surprises. Le pont, côté île, avec un homme plutôt content, il s'appelle Jean-Pierre Lévesque, il est ostréiculteur et comme tous ses collègues, grâce au pont, depuis 1 an, il fait des économies. On économise pratiquement 1 heure, sinon plus, à chaque voyage. C'est-à-dire que tant qu'on passe sur l'entreprise, au lieu de le passer en attente dans le véhicule, ça se traduit forcément en argent. Plus de facilité pour la vie de tous les jours des Iliens, le pont a, comme prévu, amené aussi beaucoup de gens de passage sur l'île, ce qui fait marcher le commerce toute l'année. Tout le monde s'arrête dans les villages pour acheter des souvenirs, des cartes postales. Les cars s'arrêtent dans les restaurants pour prendre le repas. Oui, mais ça, c'est hors saison. En revanche, on s'attendait à des records d'affluence cet été avec des touristes dans tous les coins de l'île. Et bien, surprise, il y en a eu moins que prévu. Un peu moins en juillet, légèrement plus en août. Mais le phénomène pont, à mon sens, commence à s'estomper. Il y a une grande curiosité en 1988, un peu moins en 1989 et vraisemblablement encore un peu moins en 91. Mais il n'y a pas que les touristes. Avec le pont, l'île et ses charmantes petites maisons est devenue la banlieue préférée des gens du continent. Les prix ont grimpé. Il y a eu certainement un phénomène d'anticipation avant la construction du pont. Et puis aussi, je pense, un phénomène de rattrapage. Résultat, aujourd'hui, le prix du mètre carré a doublé. Les prix, tant dans les terrains bâtis que dans le secteur construit, sont à peu près au niveau de ce qui se pratique sur le continent. Les maisons poussent comme des champignons. Les 20% d'espace constructible de l'île seront bâtis dans 10 ans, soit 3 fois plus vite que prévu. La preuve, les permis de construire. Près de 500 accordés en 88, chiffre jamais atteint auparavant, et déjà plus de 300 pour le premier trimestre 89. Et il y a une augmentation considérable du prix du foncier, ce qui est très très mauvais. Il y a une surchauffe au niveau du foncier et il y a également donc un emballement de la construction donc immobilière, ce qui n'est pas bon du tout pour l'île de Ré. Les constructions abusives guettent le sud de l'île. Au nord, ici, s'étend une vaste zone humide très fragile, peuplée d'oiseaux. Elle devait être sérieusement protégée devant la multiplication des passages. Et 1 an après la mise en service du pont, ce n'est toujours pas le cas. Des promesses n'ont pas été tenues. On devait notamment avoir une extension de la réserve pour préserver ce site qui est unique en Europe, indispensable aux oiseaux migrateurs particulièrement, pour le préserver de l'invasion des touristes. Or, il devait y avoir une extension avec une autre réserve à côté, elle n'existe toujours pas. Personne ne conteste plus les facilités apportées par le pont. Les antipontistes, comme on dit ici, veulent en revanche tout faire pour éviter les abus et les excès.
De l'immobilier encore. On savait les Anglais, grands amateurs de Limousin et de Dordogne. À présent, ceux qui jouent à fond la carte de l'Europe choisissent de s'installer, au moins pour les vacances, dans le jardin de la France, la Touraine. Les habitants de la région n'y trouvent rien à redire et les agents immobiliers se frottent les mains. Valérie Fourniou et Pierre Issot-Sergent. Au pays de Rabelais et de Balzac, le chinon devient great, le chèvre famous. 88, oui. Oui, 88 qui est dans les tonnes, là. Hein. Aucune hérésie, les Anglais sont connaisseurs. Après avoir écumé le Périgord, goûté à la cuisine française, ce sont maintenant des endroits comme celui-ci qui les attirent. La Touraine, ses caves et ses maisons en pierre de tuffeau. La maison est moins chère pour les Anglais. C'est très bon. 200 000 francs, une affaire, même s'il y a eu quelques travaux à effectuer. J'ai eu pas mal de travail, j'ai tout refait moi-même, du sol jusqu'au plafond. Autour de Chinon, les acquisitions faites par les Anglais représentent jusqu'à 40% des ventes. Et depuis un an, le phénomène s'accentue. Fort de leur pouvoir d'achat, ils investissent dans la pierre de taille. Entre 150 et 250 000 francs pour une résidence secondaire. Au-dessus, c'est pour y vivre. Pourvu qu'il y ait l'eau, l'électricité, un minimum de sanitaire, et là, ils sont heureux. Et ils achètent pratiquement tout. On vient de visiter une propriété avec des Français et chez le notaire, on a retrouvé des Anglais qui venaient s'intéresser également d'ailleurs à cette propriété. Et je pense qu'il va y avoir pas mal, disons, d'évolution des prix peut-être à craindre de par l'arrivée effectivement des Anglais. Et les Français sont ravis d'être débarrassés de ces maisons boudées depuis des années par les Parisiens. L'anglais, la providence. Les prix grimpent. Rares sont ceux qui n'ont pas fait une affaire en leur vendant une maison. Il n'y avait pas de sanitaire, il n'y avait pas de WC. Enfin, j'ai trouvé qu'elle était vendue pas mal d'ailleurs. C'est mon cousin qui l'avait à vendre. Là. Enfin, elle était à lui, il a trouvé qu'il l'avait bien vendue. Il ne l'aurait jamais vendue à un Français comme ça. Il n'y a pas de... De l'immobilier encore. On savait les Anglais, grands amateurs de Limousin et de Dordogne. À présent, ceux qui jouent à fond la carte de l'Europe choisissent de s'installer, au moins pour les vacances, dans le jardin de la France, la Touraine. Les habitants de la région n'y trouvent rien à redire et les agents immobiliers se frottent les mains. Valérie Fourniou et Pierre Issot-Sergent. Au pays de Rabelais et de Balzac, le chinon devient great, le chèvre famous. 88, oui. Oui, 88 qui est dans les tonnes, là. Hein. Aucune hérésie, les Anglais sont connaisseurs. Après avoir écumé le Périgord, goûté à la cuisine française, ce sont maintenant des endroits comme celui-ci qui les attirent. La Touraine, ses caves et ses maisons en pierre de tuffeau. La maison est moins chère pour les Anglais. C'est très bon. 200 000 francs, une affaire, même s'il y a eu quelques travaux à effectuer. J'ai eu pas mal de travail, j'ai tout refait moi-même, du sol jusqu'au plafond. Autour de Chinon, les acquisitions faites par les Anglais représentent jusqu'à 40% des ventes. Et depuis un an, le phénomène s'accentue. Fort de leur pouvoir d'achat, ils investissent dans la pierre de taille. Entre 150 et 250 000 francs pour une résidence secondaire. Au-dessus, c'est pour y vivre. Pourvu qu'il y ait l'eau, l'électricité, un minimum de sanitaire, et là, ils sont heureux. Et ils achètent pratiquement tout. On vient de visiter une propriété avec des Français et chez le notaire, on a retrouvé des Anglais qui venaient s'intéresser également d'ailleurs à cette propriété. Et je pense qu'il va y avoir pas mal, disons, d'évolution des prix peut-être à craindre de par l'arrivée effectivement des Anglais. Et les Français sont ravis d'être débarrassés de ces maisons boudées depuis des années par les Parisiens. L'anglais, la providence. Les prix grimpent. Rares sont ceux qui n'ont pas fait une affaire en leur vendant une maison. Il n'y avait pas de sanitaire, il n'y avait pas de WC. Enfin, j'ai trouvé qu'elle était vendue pas mal d'ailleurs. C'est mon cousin qui l'avait à vendre. Là. Enfin, elle était à lui, il a trouvé qu'il l'avait bien vendue. Il ne l'aurait jamais vendue à un Français comme ça. Il n'y a pas de raison, ils sont très gentils même. Ils sont venus me voir l'autre jour, ils ont même rentré à la maison. Ils sont très gentils. Depuis 2 ans, Paddy et Tim troquent les faubourgs de Bristol pour un été sans brouillard, la chaleur d'une Touraine bien accueillante. En Charente-Maritime, les gendarmes ont pris le relais de la grogne. Ils ont été suivis par ceux de Gironde. Ils dénoncent eux aussi leurs conditions de vie et de travail.
Dans le Vaucluse, un incendie criminel a été maîtrisé. Il a fallu y mettre les moyens pour le maîtriser, cet incendie. 5 Canadair se sont portés sur les lieux, 2 trackers et 18 véhicules. L'incendie qui a menacé plusieurs maisons avait été allumé volontairement. 3 hectares ont brûlé. L'incendiaire n'a pas été arrêté. Au Brésil, un fait divers tient en haleine le pays tout entier depuis pratiquement le début du mois. 4 gangsters ont enlevé un enfant. Ils ont ensuite accepté de l'échanger contre 3 adultes. Ce qu'ils veulent maintenant, c'est qu'on leur fournisse les moyens de quitter le pays pour le Paraguay. Pour le moment, ils sont immobilisés sur une route à 600 km de São Paulo. Anne Gainsburger. Depuis 5 jours, elle vit avec cette arme constamment braquée sur elle. À bout de force, terrorisés, les 3 otages du camion blindé ont vu cette nuit encore une fois la liberté leur échapper. Un cauchemar qui n'en finit pas pour ces 2 jeunes femmes, journalistes à la télévision brésilienne et le conducteur du camion. L'impasse depuis qu'ils ont accepté le 9 août dernier d'être échangés contre cet enfant, Saïd Agel Filo, 9 ans, enlevé une semaine auparavant à Goiânia. Impasse encore hier soir lorsque, contre toute attente, les ravisseurs, 2 couples mariés, ont refusé le marché proposé par les autorités. Les négociations semblaient pourtant aboutir car les ravisseurs avaient enfin accepté de libérer leurs otages en échange d'un avion à destination du Paraguay. Avion qui, gêné par l'obscurité, n'a pu se poser sur la route et dû rebrousser chemin. Toutes négociations ont alors été rompues. Le camion blindé, à bout de course, cerné par une centaine de policiers, est ce soir toujours immobilisé près de la ville de Presidente Prudente, à 600 km au nord-ouest de Sao Paulo. Sport, le Grand Prix de Hongrie n'a été remporté ni par Senna, ni par Prost, mais par un outsider, Nigel Mansell sur Ferrari. Le Brésilien se classe second et le Français doit se contenter de la 4e place. Résumé de la course, Lionel Chamoulot. Le grand moment d'une course extraordinaire. Ayrton Senna est en tête, Nigel Mansell est dans ses roues. Mais Senna est bloqué par le Nix de Stefan Johansson et Mansell, remarquable d'opportunisme, surprend le Brésilien grâce à une manœuvre fantastique. À la suite de ce dépassement au millimètre, la Ferrari s'envole. Mais quelle émotion! Il faut savoir être très opportuniste, c'est-à-dire être bien placé au bon moment pour pouvoir saisir la plus petite possibilité. Mais bien sûr, dans une telle manœuvre, c'est aussi une question de chance, et là j'ai eu de la chance. De la chance et aussi du panache. Pour la première fois de la saison, McLaren est battu à la régulière, Senna est 2e, Alain Prost, lui, finit à la 4e place. Les McLaren déjà dominés aux essais par Riccardo Patrese, l'Italien malheureux qui a été leader pendant les 2 tiers de la course avant que son moteur ne casse. 15e succès pour Nigel Mansell, le 2e de l'année. Le Britannique se place 3e du championnat du monde. Prost est toujours leader avec 14 points d'avance sur Senna. Après ce Grand Prix de Hongrie, on retiendra que les McLaren sont prenables sur certains circuits. Bravo Ferrari, bravo Mansell. Pour le Grand Prix de Suède motocycliste, c'est l'Américain Eddie Lawson qui remporte l'épreuve en 500 cm3, second le Français Christian Saron. Thierry Blanco pour les résultats. Tout avait bien commencé pour le leader du championnat du monde, Wayne Rainey. Départ hyper rapide devant Lawson, Schwantz, Saron et Mackenzie. Piste asséchée après 2 jours d'essai sous la pluie. Pluie de record du tour après Lawson, Saron pulvérise les chronos. Mais le duel, c'est entre Rainey numéro 3 et Lawson numéro 1. 24 tours, roue dans roue. Après la chute de Rainey à 2 tours de la fin, Lawson s'envole. Cavalier seul pour une 4e victoire en Suède et la tête du classement mondial. Saron termine 2e, Wayne Gardner pour son retour 3e. Le championnat du monde est relancé. Performance en sidecar. Victoire de l'équipage suisse Bilan Valtisberg. Un équipage français sur le podium. Le side de Michel et Fresk se classe 2e, tout juste devant les Britanniques Webster et Hewitt. Webster et Hewitt qui sont en tête du classement mondial. Comme si le titre mondial qu'il a d'ores et déjà acquis ne lui suffisait pas, Cito Pons remporte une 7e victoire cette saison en Grand Prix. Course prudente et régulière, Pons s'impose devant Roth, Cornu et Cardus. Les championnats de France d'athlétisme se disputent à Tours. Aujourd'hui, le record de France du 100 mètres dames a été battu par Laurence Billy qui a battu son propre record en 11 secondes et 4 centièmes. Anne Mourguin.
Formidable Laurence Billy. Au couloir 4, la nouvelle recordman de France du 100 mètres en 11 secondes 4 centièmes. 11 secondes 4 centièmes, 10 centièmes de mieux que son propre record établi il y a un mois. Elle prend un meilleur temps que moi, meilleur temps de réaction. Et je donne un effort tiré pour la doubler. Et après, ça va tout seul. Autre course vedette, le 100 mètres et la bagarre entre 3 copains. Sangouma, Morinière et Marie-Rose en vert au 4e couloir. Et le titre pour Marie-Rose en 10 secondes, 16 centièmes. Malheureusement, bon, je me suis fait mal un peu tôt dans la course. Et je pense que j'aurais pu aller un petit peu plus vite encore. Ce qui prouve que maintenant, je suis revenu à mon meilleur niveau, même un peu meilleur. Et avec l'émulation, c'est de bon augure pour la suite des compétitions. Billy et Marie-Rose, nouveaux rois du sprint français. Pour le tiercé qui se courait cet après-midi à Deauville, il fallait jouer le 10, le 12 et le 17 qui rapportent pour 5 francs dans l'ordre 3107 francs et 50 centimes et dans un ordre différent 621 francs et toujours 50 centimes. Pour le quartet, il fallait ajouter l'As, il rapporte dans l'ordre pour 6 francs 32 546 francs et 40 centimes, dans un ordre différent 2559 francs et 60 centimes. Le 19e Festival interceltique de Lorient se termine sur un succès. En 10 jours, 200 000 personnes sont venues entendre jouer de la bombarde et du biniou. La fête s'est terminée par la nuit du port de pêche, au son des cornemuses, bien entendu. Léo Lamberton et Michel Gianoulatos y étaient. Voyage au pays des Celtes. La nuit du port de pêche a commencé très tôt au son des gaïtas, ces cornemuses qui viennent du nord-ouest de l'Espagne, de Galice. Le festival, c'est avant tout une gigantesque fête de famille entre cousins. La nuit tombée, près de 30 000 personnes se bousculent avenue de la Perrière. La grande fête populaire qui clôture traditionnellement le festival bat son plein. Jusqu'à l'aube, une quarantaine de groupes va faire danser et rêver la cité morbihanaise, comme ce voyage en Irlande proposé par les Darzan. De l'Espagne à l'Irlande, en passant par l'Écosse et la Bretagne, ils sont venus de 8 régions différentes entonner un même hymne. Un hymne qui chante l'histoire de ce peuple qui, 5 siècles avant Jésus-Christ, dominait l'Europe et que les Romains ont repoussé vers l'ouest. Mais au fait, comment vit-on quand on est celte ? Comment on vit je crois qu'on ne vit pas autrement qu'un autre. Enfin, il y a certaines attaches quand même. Certaines traditions. Traditions, oui. En 19 ans d'existence, le festival a créé ses propres vedettes. Enfants chéris des Lorientais, les Jimbo Jets. Avec eux, c'est toute la tradition des chants marins qui revit. Lancé en 1971 par un groupe de passionnés du folklore régional, le festival interceltique est passé de 30 000 à 200 000 spectateurs, une affluence record pour un festival français. Dès le départ, les organisateurs ont refusé de se confiner dans le passé et Lorient a accueilli des groupes de rock ou de jazz, au risque d'en dérouter certains. Il ne faut absolument pas se trouver renfermé dans un ghetto de l'extrême ouest, mais au contraire ouvrir un maximum de fenêtres pour d'un côté s'apercevoir de ce que font les autres et puis de dire aux autres, regardez ce que nous faisons. Mais à Lorient, on ne fait pas que confronter des cultures différentes. On essaie aussi de faire un bout de chemin ensemble. Point d'orgue de cette ouverture, l'œuvre de l'Irlandais Sean Davy, Brendan Voyage, où le mariage réussit entre une cornemuse irlandaise et un orchestre classique. Musique en pleine évolution, la musique celte l'est assurément. Reste à savoir si, en coupant les amarres avec la tradition, elle ne risque pas de voguer à la dérive.
Ce journal est à présent terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi. Dans quelques secondes, Anne Poncinet vous dira tout sur la météo. Votre prochain rendez-vous avec l'information, c'est Rémi Roche autour de minuit. Je vous retrouverai demain à 13h et Philippe Lefebvre vous présentera le journal de 20h. En attendant, passez une très bonne soirée sur Antenne 2. Merci.